Bonjour. Alors l'Algérie évolue dans un environnement mondial chrysogène, complexe, qui a mis les États à bout de souffle, les États fragilisés, les populations paupérisées, les territoires entiers sans passer sous le contrôle des groupes terroristes armés et du terrorisme, avec comme conséquence la montée de la violence, le chômage et la pauvreté. Et nous avons vu ce qui s'est produit récemment dans nos régions touchées par les incendies, avec aussi le lynchage et l'assassinat odieux du jeune Djamel Besmaïn. Le Haut Conseil de sécurité a pointé du doigt les véritables commanditaires de ce qui s'est produit et leur soutien étranger, Maroc et l'entité sioniste, face à cet environnement dérégulé, chrysogène. Que doit faire aujourd'hui l'Algérie pour assurer sa sécurité nationale? Monsieur Hassan Qassimi. Bon, tout d'abord, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, permettez-moi, madame, de dire quelques mots au sujet des événements qui se sont déroulés récemment. Nous avons effectivement traversé des moments très difficiles, et c'est heureusement dans ces moments difficiles où la communion et la solidarité nous ont permis de retrouver cette solidarité ancestrale, cette union qui nous a permis aussi de surmonter ces difficultés et ces événements qui ont été dramatiques. Effectivement, vous avez bien dit que nous évoluons dans une société mondialisée qui se caractérise par le développement de phénomènes violents. Les frontières algériennes sont entourées d'un brasier. Effectivement, sur le plan régional et international, il y a des faits, il faut l'indiquer, il y a des phénomènes qui sont très dangereux, qui sont en train de se développer, et la mondialisation est arrivée à son niveau le plus extrême. Elle produit des phénomènes tels que l'affaiblissement des États, le recul des États, et là c'est un point sur lequel je voudrais mettre l'accent. Quand il y a affaiblissement de l'État, il y a systématiquement recul de l'État sur des territoires entiers. Nous avons vu, quand il y a le recul de l'État sur des territoires, nous avons vu que ces territoires sont systématiquement occupés par des groupes armés, des groupes terroristes, des mouvements irrédentistes et séparatistes, c'est très important. Et il y a aussi, la mondialisation produit aussi d'autres phénomènes qui sont la paupérisation mondiale des populations, la fragilisation des populations, une très mauvaise répartition des revenus et des richesses sur le plan mondial, ce qui fait que nous avons à peu près 1,5% de la population mondiale qui est propriétaire à peu près de 95 millions, de 95% du PIB mondial. Donc tous ces événements nous indiquent que les États sont actuellement confrontés à toutes sortes de menaces. Nous avons peut-être, nous pouvons les classer dans 3 catégories. Ces menaces, la première, ce sont les menaces qui sont connues, les menaces qui sont classiques. Il y a des menaces aussi qu'on peut classer dans la deuxième rubrique, ce sont les menaces qui sont latentes. On ne les voit pas, mais elles sont là, on sent que les menaces vont arriver. Il y a aussi les menaces qu'on pourrait peut-être classer dans la troisième catégorie, c'est les menaces qui sont imprévues. Mais dans toutes ces menaces, il y a un élément fondamental que nous devons dire et que nous devons formuler, c'est que dans la gestion des phénomènes qui ont une relation avec la sécurité, le hasard n'a pas de place. Donc, les autorités algériennes, face à toutes ces menaces et que nous avons déjà formulées et que nous avons classées dans les 3 catégories, les autorités algériennes ont pris des mesures très importantes. Effectivement, vous avez bien fait de parler du Conseil supérieur de sécurité. Le Conseil, il y a une observation qu'on pourrait peut-être importante faire à ce sujet. C'est d'abord le nombre très important des réunions du Conseil supérieur de sécurité qui ont été faites en Algérie et qui indiquent l'ampleur des événements et qui indiquent aussi que les problèmes de sécurité sont pris en charge dans le cadre de cette institution qui est présidée par le président de la République et qui indique aussi une très bonne
coordination entre les services dans la gestion des problèmes sécuritaires au niveau national. Mais avec tout ce que vous évoquez un instant, M. Hossein Qassimi, que doit faire l'Algérie pour assurer sa sécurité nationale, puisque vous dites et vous déclarez qu'avec ces phénomènes d'insécurité, il n'y a pas de hasard. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose et je vais essayer de vous répondre simplement. Si nous devons mettre notre pays à l'abri, il y a le programme du président de la République. Nous devons le mettre en œuvre. Parce que quand vous analysez le programme du président de la République, vous verrez qu'il y a dedans des réformes structurelles très importantes et qui touchent tous les secteurs. Mais l'inconvénient dans tout ça, c'est que même le président de la République a fait des aveux à ce sujet. Il y a des phénomènes de résistance au changement. Donc, ces phénomènes de résistance au changement et à la modernité sont des phénomènes qui sont liés à la persistance de certaines habitudes qui ont une relation avec l'Aïsaba et qui combattent par tous les moyens la transparence et la modernité. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, tout le monde le sait aujourd'hui que la doctrine algérienne dans les relations internationales n'est ni opportuniste, ni belliqueuse, ni expansionniste et ni coloniale. Pourquoi cette doctrine dérange aujourd'hui et pourquoi particulièrement les forces de l'ANP? Vous savez que l'histoire de l'Algérie est millénaire. Elle remonte même bien avant l'histoire. Donc la doctrine algérienne, pour la comprendre, il faut revenir à l'histoire de notre pays. Le peuple algérien est un peuple qui a combattu depuis la nuit des temps. Toutes les occupations, toutes les interventions étrangères, toutes les interventions, toutes les tentatives de manipulation et de désunion ou de partition du pays. Donc la doctrine algérienne tire sa matrice de tous ces éléments qui se sont accumulés dans l'histoire et qui font la force du peuple algérien. Mais avec ce qui s'est produit récemment, la semaine dernière, bien sûr, dans la région de la Kabylie, touchée fortement par les incendies de forêt, avec bien sûr le lynchage et l'assassinat odieux du jeune Djamel Ben Smaïn, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des manipulations particulières au niveau de cette région? Est-ce qu'il y a des tentatives de hold-up en Algérie de la question amazigh et quels sont les tenants et les aboutissants de ces déviations et dérapages? Vous savez ce qui s'est passé exactement à l'Arba, et dans les autres communes en Kabylie. Bon, les faits sont connus. Les événements qui se sont déroulés ont été inventoriés dans un détail très, très impressionnant. La population a filmé en communion avec les services tous les événements qui se sont déroulés dans cette localité. Maintenant, il y a eu une tentative d'assassinat, pas uniquement du jeune Ben Smaïn, et à cette occasion je me recueille sur sa mémoire. Le jeune Ben Smaïn est un artiste, est un peintre, et aussi un poète, un homme très proche de la religion, un mystique. C'était une proie facile. On lui a tendu un traquenard pour détruire certains symboles. Maintenant, ce qui s'est passé à l'Arba, il faut absolument essayer de décortiquer et d'expliquer ce qui s'est passé. L'Arba, c'est le village de Abban Ramdan. Abban Ramdan, avec les chefs de la révolution algérienne, souvenez-vous, en août 1956, à Ouzeblagen, à Ifri, ils ont scellé le socle de l'unité nationale en Kabylie. L'assassinat
du jeune Ben Smaïl dans le village de Habban Ramdan et particulièrement au niveau de la place Habban Ramdan, c'était un symbole. Il fallait à tout prix enterrer l'unité nationale là où l'unité nationale a été édifiée dans un socle sur lequel il y a eu 1,5 million de shahids. Donc le complot a été dénoncé par le Conseil supérieur de sécurité. L'objectif était pervers, c'est de provoquer des confrontations entre Algériens à une large échelle. L'objectif était aussi d'isoler la Kabylie et de présenter la population kabyle comme une population opprimée en vue d'internationaliser la question amazigh. Et on pourrait peut-être parler de la question amazigh si vous me donnez l'occasion. Mais justement, puisque vous faites référence un peu à des symboles et à de l'histoire, est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire des liens entre ce qui s'est produit avec, bien sûr, le mouvement berbère mondial qui a été créé en 1995 Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui considérer que ce mouvement a été infiltré par des courants qui instrumentalisent aujourd'hui la question amazigh en Algérie? Monsieur Hassan Qassimi. Il y a, sur la question amazigh, il y a des personnes et des courants mal intentionnés sur la question amazigh. Ils sont identifiés aujourd'hui. Absolument, le Marc nous et devons Rachad. absolument dire que sur la question amazigh et rappeler ce qui a été dit par le président de la République, le débat est clos. Il a été définitivement réglé par la Constitution. Maintenant, pour revenir aux évolutions très dangereuses que nous avons enregistrées de 1995 à 2001. Pourquoi 1995 et pourquoi 2001? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est en 1995 que le Congrès mondial amazigh a été créé en France. Le Congrès mondial amazigh a tenu plusieurs réunions. 3 réunions en France, 2 réunions au Maroc et une réunion au niveau de l'archipel espagnol des Canaries, des îles Canaries. Et là, au niveau du programme d'action du Congrès mondial amazigh, il faut dire que c'est un congrès qui est passé sous la coupe du Mossad, des services secrets marocains et de certains pays étrangers. Et c'est en 2001 que le Congrès mondial amazigh, qui est devenu une officine du Mossad, que le MAC a été créé. Cela veut dire que le MAC a été créé par le Mossad et les services secrets marocains. Mais alors, laissez-moi terminer, c'est dans le programme d'action de ce Congrès mondial amazigh que nous retrouvons le plan d'action subversif qui a été déployé dans tout le Maghreb et pas uniquement en Algérie. Alors, quelles sont ces actions subversives qui ont été développées dans le programme d'action de ce congrès mondial? Initialement et au début, les revendications de ce congrès étaient culturelles et linguistiques. Puis les revendications ont évolué. On est passé du régionalisme vers le fédéralisme, vers l'autonomie et vers l'indépendance. Alors l'objectif de ce congrès mondial amazigh est de libaniser le Maghreb en introduisant des clivages culturels entre arabes et kabyles pour ouvrir la voie à des confrontations sanglantes et à des séparatismes au niveau de tous les pays du Maghreb. Alors j'enchaîne sur la question suivante, Monsieur Hassan Qassimi, puisque vous parlez de Mossad et de l'entité sioniste. On voit ce qui se produit actuellement au niveau du Moyen-Orient, qui a fait l'objet d'une recomposition géostratégique, qui a comme résultat la normalisation avec l'entité sioniste. Est-ce qu'au Maghreb, nous assistons à une tentative de mise en place du même processus? Écoutez, c'est le même processus qui est en train de se développer. Je l'ai dit plusieurs fois.
que la poudrière du Moyen-Orient est en train de se développer vers le Maghreb et nous assistons à une recomposition, une reconfiguration et une redéfinition des zones d'influence de manière sanglante et violente. Je l'ai dit plusieurs fois, au Moyen-Orient, les pays du Moyen-Orient ont été défaits sans guerre. C'est tout le Moyen-Orient qui est passé sous la coupe de l'entité sioniste. Puis ce phénomène pervers s'est développé vers le Maghreb et maintenant nous assistons à un autre feuilleton nouveau. C'est le déplacement et la reconfiguration des zones d'influence en Asie avec l'arrivée des talibans au pouvoir et si vous voulez, on pourra parler de ce dossier. Alors, M. Hassan Qassimi, pour enchaîner bien sûr avec ce que vous avez déclaré dans la première partie de la rédaction, vous parlez aujourd'hui de recomposition de zones d'influence qui migrent du Moyen-Orient vers le Maghreb, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de balkaniser l'Algérie. Oui, c'est vrai, ce que vous dites se fonde sur des événements et un certain nombre d'informations. Je vous ai expliqué que le congrès mondial Amazigh, qui est passé pratiquement sous la coupe des lobbies sionistes et des services marocains, a pour objectif de balkaniser et de libaniser toute la région du Maghreb sur la base de critères techniques, raciaux et linguistiques. Donc l'objectif est d'inclure dans ce programme d'action du Congrès mondial Amazigh, d'inclure des activités subversives qui se développent en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie. Et l'objectif c'est de morceler et de procéder à la partition de tous ces pays en faisant de ces entités de micro-États qui passeraient sous l'influence du Grand Israël, du Moyen-Orient à l'Atlantique. Donc c'est des événements qui sont en train de se développer selon une chronologie et qui est inscrite dans le temps. N'oubliez pas que l'idéologie sioniste s'investit dans le temps parce que l'un des premiers objectifs c'est de s'attaquer à la culture des pays, d'installer la culture de la débauche et du vice comme culture alternative aux cultures locales qui sont profondément attachées à l'islam, attachées profondément religieuses et qui véhiculent aussi un certain nombre de valeurs ancestrales de la famille algérienne. Donc les valeurs qui nous sont proposées par l'entité sioniste, c'est la destruction du tissu familial, c'est la destruction de la société et c'est l'installation de confrontations entre populations à une grande échelle pour les affaiblir, les disloquer et permettre une présence, l'installation d'une présence durable de l'entité sioniste. Maintenant, pour tout ça, je voudrais dire autre chose, c'est que le Maroc, avec tout ce qui se passe actuellement, la normalisation a aussi un autre objectif caché que la monarchie peut-être n'a pas encore décodé, mais je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi la normalisation est en voie aussi de disloquer le Maroc. Il y a actuellement une tentative de judaïsation et une sionisation de la société marocaine qui rentre dans le cadre d'un plan B qui pourrait consister à détruire l'unité de ce pays dans le cas où la normalisation serait remise en cause dans ce pays. C'est ce qui se passe actuellement dans la région de Tinril, au sud-est du Maroc, frontalière à l'Algérie. Monsieur Hassan Qassimi. Oui, effectivement, ce que vous venez de dire a été écrit dans un livre par un juif franco-marocain, c'est un journaliste, c'est Cohen qui a écrit ce livre, et le titre, c'est Jacob Cohen, et le titre de ce livre s'appelle Membas sur Tinril. Ce qui se passe à Tinril est assez intrigant, énigmatique et préoccupant. Alors, l'entité sioniste a fait main basse sur toute la région de Tinril qui se trouve au sud-est du Maroc, frontalière avec l'Algérie. Alors, il y a actuellement, sous le couvert
d'action philanthropique et de bienfaisance, les lobbies sionistes sont en train d'investir et de réaliser un certain nombre de projets sous ce couvert. Mais l'objectif dans tout ça, humanitaire, mais l'objectif est d'abord de judaïser toute la région pour transformer la monarchie marocaine en une monarchie judéo-marocaine. Et dans tout ça, il y a des plans secrets. On est en train de construire des synagogues dans cette région et plus grave encore, sous le couvert d'activités culturelles, il y a un centre de formation militaire destiné à embrigader et à former les jeunes marocains et les jeunes de plusieurs pays du Maghreb, de la CEDEAO, du Sahel et pourquoi pas de l'Afrique australe. C'est de former ces jeunes dans l'espionnage et le renseignement pour pouvoir par la suite les redéployer en tant qu'agents du Mossad dans tous ces pays pour installer la subversion, le désordre et le chaos. Et dans tout ça, vous devez comprendre pourquoi les lobbies sionistes sont en train de mobiliser beaucoup de moyens pour prendre le contrôle de l'Union africaine. Et là, permettez-moi de vous dire que le président de la Commission africaine, Mahamat Faki, a été enrôlé par ces lobbies sionistes, et ce qui a permis à cette commission, dans des conditions étranges où il n'y a pas eu de concertation préalable, on a donné le statut d'observateur au sein de l'Union africaine à l'entité sioniste. Mais quelle observation faites-vous aujourd'hui de bien sûr, de ce statut d'observateur de l'entité sioniste au niveau de l'Union africaine? Rapidement sur la question pour aborder votre thème également. Le statut d'observateur a été refusé plusieurs fois, 3 ou 4 fois par l'Union africaine. Les conditions d'attribution de ce statut ont été faites dans des conditions qui ne répondent pas aux concertations classiques entre États. Alors, l'objectif, c'est d'imploser l'Union africaine de l'intérieur pour mieux la dominer et la contrôler. Heureusement qu'il y a actuellement beaucoup d'États qui ont élevé la loi et qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Je vous donnerai un exemple, c'est le cas des chefs d'État et chefs de gouvernement des pays de la communauté de développement des pays de l'Afrique australe qui a émis une très très forte objection et réserve à cette décision de la Commission de l'Union africaine. Alors l'Algérie est la cible d'attaques directes et indirectes par les cyberattaques, puisqu'on parle aujourd'hui de 4e génération de guerre. L'objectif, éclater le front interne et fragiliser l'Algérie sur le plan international. C'est la raison pour laquelle l'entité sioniste a accusé l'Algérie de se rapprocher, de rapprochement avec l'Iran. Monsieur Hassan Qassimi, rapidement sur la question. Vous savez, sur cette question qui est d'ailleurs très très importante, il faudrait l'analyser. L'entité sioniste tente par tous les moyens de diaboliser l'Algérie sur le plan international en l'accusant de se rapprocher de l'Iran. Je vais vous dire une chose, que l'Algérie a des relations internationales, très bonnes relations avec pratiquement tous les pays, à l'exception de l'entité sioniste qui a affiché son hostilité à l'égard de l'Algérie ouvertement. Alors, diaboliser l'Algérie en l'accusant de se rapprocher de l'Iran, pourquoi? Tout simplement que... Il y a les liens avec les talibans, les ennemis farouches. Tout simplement parce que l'Algérie et l'entité sioniste vont pêcher par tous les moyens à ce qu'il y ait un dialogue stratégique avec les Américains. Nous avons de très bonnes relations avec les Américains et sur plusieurs dossiers, les Américains ont soutenu l'Algérie. Je vous donne le cas du dossier malien. Les Américains soutiennent l'Algérie sur ce dossier. Le dossier libyen, les Américains soutiennent l'Algérie sur ce dossier. Et là, croyez-moi qu'il y a quelque part une tentative de parasiter cette relation
qui peut évoluer vers des relations stratégiques entre l'Algérie et l'Amérique, qui n'a pas intérêt à ce que le chaos s'installe s'installe dans toute la région, et cela pour diverses raisons. L'Algérie ne soutient pas uniquement le Sahara occidental et la Palestine. L'Algérie a toujours soutenu les causes justes en Afrique et dans le monde. N'oubliez pas que l'Algérie a effacé les dettes de plus de 14 pays africains sans aucune contrepartie. Beaucoup de personnes et beaucoup de partis reprochent à l'Algérie de ne pas avoir monnayé cette décision d'effacement des dettes sur beaucoup de pays africains. Croyez-moi que l'Algérie, en contrepartie, n'a pas essayé de soudoyer ces pays ou de leur forcer la main. L'Algérie a pris cette décision pour des considérations purement humanitaires, et là les Africains le savent. Ce n'est pas le cas du Maroc, qui est en train de mener des opérations coloniales au niveau de l'Afrique, en menaçant la sécurité de la Mauritanie, en menaçant la sécurité de certains pays de la CEDEAO, parce qu'ils ont des revendications, les Marocains ont des revendications territoriales, même sur le Sénégal, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Donc dans tout ça, je crois qu'il est important de souligner tous ces faits. Alors justement, puisque on aborde cette question de l'Iran, certains analystes aussi disent que cette accusation vise à mettre dans le collimateur des talibans l'Algérie, qui est l'ennemi, les talibans qui sont les ennemis farouches aujourd'hui des Iraniens. Ce qui nous amène à parler un peu de ce qui se produit au niveau de ce pays, qui est l'Afghanistan. Est-ce qu'on peut considérer que le retrait de l'OTAN et des forces occidentales de l'Afghanistan doit poser plusieurs questions? Les Américains, les talibans ont-ils défait les Américains, et l'arrivée des talibans au pouvoir, quelles sont aujourd'hui les conséquences? Puisque quand on se rappelle, si on remonte à l'histoire, le premier pays qui devait être un peu l'émirat des talibans, c'était l'Algérie, durant les années 90. Écoutez, je vais un peu vous essayer de synthétiser la question et de vous donner quelques éléments important pour nous permettre un peu d'avoir une cohérence dans notre mode de pensée et d'analyse sur ce qui se développe actuellement au niveau de cette région, et particulièrement en Afghanistan. Donc en Afghanistan, souvenez-vous que les talibans ont été au pouvoir pendant à peu près 5 ans, de 2005, de 1995 à peu près à 2000, et là il y a eu les attentats contre le terroriste en 2001 contre l'Amérique, et souvenez-vous que Bush a juré de s'attaquer aux milices terroristes des talibans, et ce qui a été fait. Donc ce qui explique pourquoi les Américains se sont battus à mort contre ces milices terroristes des talibans, et l'Afghanistan a été occupé pratiquement par les forces occidentales et les Américains pendant presque une vingtaine d'années. Dans tout ça, faut-il se dire que ce qui vient d'arriver était imprévu, ou alors y a-t-il eu dans les coulisses des tractations que nous ne connaissons pas pour le moment? Moi, ce que je peux vous dire sur l'évolution de ces événements, c'est que les Américains, ce qui est très important, et là je ne critique pas les Américains, je fais une analyse, je laisserai le soin aux alliés des Américains de l'Union européenne d'adresser leurs critiques à l'égard des Américains. Alors, sur ce qui s'est passé, c'est que les Américains, pendant 20 ans, ont combattu les milices des talibans, et voilà que maintenant, les Américains remettent le pouvoir à ces milices terroristes. Et là, ce qui a fait un peu... ce qui est un peu surprenant, parce que les Européens n'ont pas été associés à cette décision, et plus grave encore, c'est une décision qui a été prise par les Américains. Il y a eu des accords, des pourparlers secrets qui se sont tenus à Doha, et là, les Américains comptent
toute attente, ont remis le pouvoir aux talibans. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que moi j'ai entendu un interview qui a été fait par certains journalistes avec le président américain Joe Biden, qui a déclaré solennellement que les talibans ne prendraient jamais le pouvoir en Afghanistan. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me demande si le président Joe Biden n'a pas été quelque part trahi par sa propre administration, parce que dans l'histoire de l'administration américaine, souvenez-vous qu'il y a eu toujours certains présidents qui ont été trahis par leur administration. C'est le cas de Gerald Ford Kennedy, qui a été trahi sur le dossier de la Corée, qui a été trahi par son administration. Alors, cette évolution qui se déroule actuellement sous nos pieds en Afghanistan, alors on peut se poser quelques questions. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette évolution au niveau de l'Afghanistan? C'est que, il faut le dire, c'est très important, c'est que les talibans ont été infiltrés par les lobbies sionistes. Alors, si les talibans ont été infiltrés par les sionistes, quel est le niveau de pression et d'intervention des lobbies sionistes dans cette évolution au niveau de ce pays? Et encore, quelles sont les conséquences immédiates au niveau de toute la région? Les Russes sont attentifs et ne se sont pas encore prononcés. Les Chinois sont attentifs à cette évolution et ne se sont pas encore prononcés sur cette question. Les Turcs, la même chose, et les Iraniens, la position des Iraniens est plus ou moins mitigée, mais dans tout ça, croyez-moi, ce qui va se dérouler, et je peux un peu vous donner quelques projections, c'est que nous allons vivre à une évolution qui va consister à redéployer la menace sur des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie. Et là, c'est un autre feuilleton de déstabilisation qui est en train de se dérouler à une grande échelle en Asie. Et les Européens, dans tout ça, crient au scandale, n'ont pas été associés à cette décision qui a été prise de manière unilatérale par les Américains. Et aussi, on n'a pas donné le temps aux Européens d'expatrier leurs ressortissants et d'évacuer leurs troupes pour les mettre à l'abri. Mais quelles conséquences aujourd'hui sur l'Algérie quand on sait que l'Afghanistan était la base arrière militaire des groupes terroristes durant les années 90? Rapidement sur la question et la question de l'auditeur, Monsieur Qassimi. Donc écoutez, dans l'histoire de la guerre froide, l'Afghanistan et le Pakistan étaient les premiers ateliers du djihad international. Maintenant, ce qu'on peut craindre, c'est que ces talibans puissent reprendre du service et activer tous les réseaux d'Al-Qaïda et de Daesh au Maghreb et dans le Sahel. Et c'est à ce niveau-là que la menace peut être importante à l'égard de l'Algérie. Alors, pour déjouer tous ces plans, quelles sont les actions que devrait entreprendre aujourd'hui l'Algérie en priorité? Renforcer le front interne, Monsieur Qassimi. Écoutez, l'Algérie doit renforcer le front interne et pour cela, nous devons aller vers des réformes structurelles très importantes et au pas de course. Ces réformes structurelles profondes et étalées dans le temps sont dans le programme du président de la République que nous devons absolument mettre en œuvre et au pas de course. Les partis politiques doivent se déployer aussi également au niveau des régions qui font l'objet aujourd'hui de cibles étrangères. Monsieur Hassan Qassimi, comme par exemple la région de Tizi Ouzou, avec bien sûr les traditionnels partis qui étaient ancrés au niveau de cette région, le FFS, le RCD et d'autres aussi partis politiques, le FLN, etc. Vous savez, en géostratégie, il y a des principes et il y a aussi des mécaniques. Le retrait de ces partis, est-ce que c'est pas ça qui a fragilisé un peu cette région? Je vais rappeler un peu les principes. Au niveau en géostratégie, il y a des principes et il y a des mécaniques. Vous savez, la nature a horreur du vide. Quand l'État n'est pas présent ou peu présent sur des territoires, ces territoires sont occupés par des forces
qui installe le désordre, le chaos et constitue aussi le meilleur ferment pour développer des organisations irrédentistes et séparatistes. Et là, sur certaines localités de l'Algérie, je ne parlerai pas uniquement de la Kabylie, mais aussi des localités frontalières, le sud du pays, nous devons absolument renforcer la présence de l'État dans tous les espaces et dans tous les territoires où il y a des fragilités connues, apparentes, et nous devons absolument aussi corriger les dysfonctionnements dans l'aménagement du territoire. On ne peut pas concevoir que 80% de la population puisse vivre au nord du pays. Et là, nous devons absolument mettre en place des schémas de développement des hauts plateaux et du sud du pays et aller surtout aller vers l'occupation et sur le plan spatial de tous les territoires où l'État est peu présent. Mais il faudrait aborder ces questions en toute liberté pour informer un peu les Algériens sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre pays, parce que dès qu'on parle, on nous accuse de cautionner la main étrangère. Personne n'y croit, monsieur Hassan Qassimi. Vous savez, la main étrangère ne peut pas expliquer tout ce qui nous arrive. La main étrangère est peut-être parfois une explication qui ne peut pas convaincre la population. Alors c'est là où la problématique de la communication institutionnelle se pose. Nous communiquons, Madame Souheila Najmi, très mal. Nous faisons beaucoup, mais nos messages ne parviennent pas à la population. Il faut plus d'espace. Il faut faire la promotion. Il faut faire la promotion des élites. Nous avons de très grands journalistes. Nous devons absolument, et nous avons aussi des journalistes qui jeunes en herbe qui arrivent, et nous devons absolument les prendre en charge pour pouvoir constituer cette task force populaire qui s'est manifestée à l'Erba Natireten. Et là, je vais vous dire une chose, madame, et peut-être je terminerai sur ça, c'est que ceux qui ont voulu déstabiliser la Kabylie se sont aperçus qu'il y a eu le soulèvement populaire national pour faire face à cette tentative d'assassinat de tout un peuple et pas uniquement du jeune Ismaël. Le seul message que rien ne divisera aujourd'hui les Algériens. Mais depuis 2011 à ce jour, est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris le recul nécessaire pour faire une première évaluation et considérer si les révolutions arabes sont-elles effectivement porteuses d'espoir démocratique? Monsieur Hassan Qassimi, est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris le recul pour le dire ou ne pas le dire? Vous savez, ou l'infirmer? Sur les révolutions arabes, beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Vous savez, le concept lui-même de révolution arabe est un concept qui a été produit par l'Occident. Il y a eu derrière ce concept une industrie qui s'est développée pour imposer ce concept aux populations. Mais en réalité, que s'est-il passé dans le monde arabe avec ces révolutions entre guillemets? Effectivement, ce ne sont pas des révolutions, ce sont des interventions étrangères qui ont été présentées sous un habillage d'une révolution. Croyez-moi, madame, comment se fait-il qu'une révolution qui s'est attaquée à des régimes républicains et qui a épargné de manière surprenante des monarchies médiévales? Et sur cette question que prend fait cette interview, M. Hassan Qassimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et vive l'Algérie une et indivisible. Et pour votre santé et sécurité, portez vos masques. Merci beaucoup.